Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je sais, je viens tout juste de poster mon bilan de septembre, il est déjà temps de faire le bilan d'octobre. Je vais le poster bien plus rapidement, donc j'aurai le temps de faire quelques vidéos différentes quand même entre temps. En plus celui-là va être assez rapide parce que j'avoue que le mois d'octobre a été un petit mois, pour moi j'entends, avec seulement 15 livres lus. Voilà, je dis seulement pour moi parce que je peux facilement monter à plus de 20, mais évidemment c'est déjà beaucoup. Et avec une bonne grosse déception, puisqu'on va commencer avec un roman 2 étoiles. Je mets rarement cette note, mais là franchement pareil c'était très compliqué. La Voix de la vengeance de Sacha Maurage. J'ai toujours du mal avec les récits de vengeance de manière générale, et là ça n'a pas fait exception dans le sens où c'est exactement tout ce que je déteste. C'est-à-dire un personnage que je trouve complètement débile. Elle-même le dit régulièrement qu'elle est un peu stupide et qu'elle prend des décisions un peu connes, désolée du mot. Sauf qu'elle a pas l'air de se mettre beaucoup en question, donc en fait on a 500 pages d'une héroïne qui fonce dans le tas, qui fait des plans un peu absurdes, un peu idiots et qui évidemment se passe mal. Et elle doit essayer de se dépêtrer de ce truc, mais dans lequel elle s'est mise vraiment toute seule comme une grande. Y a aucune évolution du personnage, enfin je la trouve voilà très obsédée, et sauf qu'elle a même pas l'intelligence de sa haine, de sa vengeance, donc enfin voilà, elle est stupide, ça n'a aucun intérêt. Plus d'une fois je souffle en voyant les choix qu'elle fait. Enfin j'arrive pas à être emportée par son récit de vengeance. Et le pire est la fin pour moi, où vraiment tout ça pour ça, enfin voilà, j'ai absolument rien aimé dans ce roman malheureusement. Je doute pas que certains peuvent aimer, et que c'est un roman qui trouvera son public d'ailleurs. C'est vrai que c'est voilà, moi aussi qui ai un rapport très particulier à la manière dont on écrit la vengeance. Mais en tout cas voilà, ça ne l'a pas fait à mes yeux. On va passer quand même lecture 3 étoiles, Dieu merci, il n'y a eu qu'une seule lecture 2 étoiles. Faune de Christiane Vadnais. C'est pas un récit, c'est un ensemble de courts récits, donc c'est plein de petites nouvelles qui sont quand même plus ou moins liées dans un monde un peu futuriste, post-apo, c'est assez étrange, un peu horrifique. Et en fait on va suivre voilà plusieurs personnages dans un monde voilà où il y a des parasites qui ont pris possession des animaux, mais ensuite plus tard des hommes, donc il y a une sorte d'épidémie. Donc ça a un gros rapport à la nature évidemment, à ce qu'on en fait, une forme de nature sauvage. C'est vraiment un ensemble de récits qui ramènent la nature sauvage au devant de la scène, et qui rappellent que nous en tant qu'humains nous ne sommes rien finalement face à ça. Une très belle écriture, mais c'était peut-être trop décousu pour moi. Il y a des liens qui sont entre les nouvelles, on retrouve certains personnages par exemple, et l'atmosphère est vraiment très bien, c'est très humide, très poisseux, on sent ce fourmillement vivant d'une nature qui reprend ses droits, mais l'aspect décousu fait que j'ai eu beaucoup de mal à vraiment plonger dans l'ensemble des récits, et c'est vraiment dommage parce qu'il y a plein de choses bien, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a empêché d'être vraiment complètement prise, et c'est peut-être voilà ce côté trop décousu, trop cryptique parfois, où on sait vraiment pas ce qu'il en est et où ça va. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. La migration annuelle des nuages de Primi Mohamed, autre énorme déception que cette novella, qui fait un peu plus d'une centaine de pages, mais un ressenti affreux. J'ai trouvé ça terriblement long et ennuyant en fait. Surtout je n'ai pas compris où allait l'autrice exactement. Et je dis pas qu'il faut toujours comprendre ce qu'on lit, mais là vraiment il y avait un manque criant pour moi d'objectif. Tous les points qui pourraient être intéressants dans l'histoire pour moi ne sont pas développé, et c'est vraiment dommage. Par exemple il y a une sorte de champignon parasite qui tue parfois les gens mais pas tout le temps, et on aimerait vraiment en savoir plus sur ça, et c'est finalement pas vraiment abordé. On n'est pas vraiment dans du récit initiatique alors que ça commence un peu comme ça, mais ça ne va pas jusqu'au bout. C'est un récit un peu post-apo avec cette histoire voilà de communauté, de survie dans un monde qui n'est plus celui qu'il était, mais pareil c'est pas développé. Enfin voilà, j'ai trouvé que ça abordait plein de petits sujets mais sans aller très loin, et du coup on sait pas trop où ça va, on sait pas trop ce que l'autrice a essayé de faire, et surtout c'est terriblement lent, il ne se passe pas grand chose, c'est vraiment, je me suis juste ennuyée, donc c'était vraiment dommage. Et j'ai eu du mal à aller au bout alors que ça fait une centaine de pages, un peu plus. C'est quand même dommage, quelque chose qui aurait dû se lire vite, et j'ai mis un temps fou à le lire. Qui est coupable, Hazelward. Un livre assez intéressant, je tiens à dire tout de suite, ce n'est pas un roman dont vous êtes le héros, c'est-à-dire ce n'est pas un roman où à la fin du chapitre il y a plusieurs choix de chapitres en fonction de ce que vous choisissez de faire. C'est plus compliqué que ça. C'est un roman en 3 actes qui va poser des questions effectivement sur la culpabilité ou non d'un personnage sur une affaire qu'on va découvrir dans le bouquin. C'est un roman un peu interactif, puisqu'il y a des moments, voilà, on va demander de trouver un nom de détective, il y a un moment, il y a un QCM pour refaire le point sur ce qu'on pense de l'affaire, il y a plein d'interpellations au lecteur. Donc c'est un roman qui brise aisément le 4e mur, mais c'est avant tout, surtout, un roman de métafiction, c'est-à-dire que c'est vraiment un ouvrage qui va interroger le style du polar,
qui va interroger la place de l'auteur, du narrateur et du lecteur dans la compréhension de l'histoire, dans ce qu'un auteur décide de faire d'une histoire. Et toute cette partie-là est hyper intéressante. Vraiment, il y a plein de moments avec des réflexions super pertinentes et qui sont assez rares finalement, d'interroger le genre en lui-même et la place du lecteur en tant que tel et de comment on fait confiance à l'auteur, mais est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Enfin voilà, il y a des questions vraiment intéressantes, mais il y a quand même une intrigue. Voilà, il y a une histoire d'un père qui aurait essayé de tuer sa femme et qui malheureusement a tué quelqu'un d'autre, et donc il y a quand même ce procès entre guillemets, enfin cette affaire qu'on doit résoudre. Et cette partie-là par contre est terriblement longue parce qu'il y a une vraie résolution à la fin. C'est pas juste une excuse pour la métafiction, il y a vraiment une résolution à la fin qui rentre justement dans le jeu de comment est-ce qu'une intrigue policière se construit. Mais avec ces 3 actes, en fait, on reprend souvent des éléments de preuve, par exemple les groupes sanguins, la disposition des lieux, les personnages, et en fait, du coup, c'est très répétitif. Il y a plein de moments où on relit pour la 3e ou la 4e fois que oui, il y avait le groupe A sur tel objet, le groupe B sur ça, et du coup, ça rend l'ouvrage à un moment assez lent, assez compliqué à lire, assez rébarbatif, on va pas se mentir. Il y a un gros creux au milieu, avant d'ensuite partir sur un acte 3 qui, pour le coup, est hyper intéressant, beaucoup plus dynamique, et qui va beaucoup plus loin dans la métafiction, et c'est super intéressant. Mais il y a un gros mot, et pour moi il y aurait eu vraiment un vrai travail à faire de resserrement pour éviter ce côté très répétitif qui devient très très lourd malheureusement, et ce qui fait que le plaisir de lecture n'était pas forcément toujours là. Heartless d'Elsie Silver. Alors c'est un tome 2 de la saga Chestnut Springs, mais ce sont que des personnages indépendants qu'on suit, donc qui sont liés dans une famille, mais chaque romance est indépendante, donc j'ai pu lire ce tome 2 sans avoir lu le tome 1. Et autant l'intrigue est assez sympa, c'est small town, c'est cowboy, ce sont des thèmes que j'aime bien. Il y a un age gap assez sympa, avec une 12aine d'années je crois d'écart, un peu plus 15 ans, qui a un vrai intérêt dans l'histoire, entre lui qui est père célibataire, bientôt 40 ans, et elle qui est la nounou d'une 20aine d'années. Ça peut paraître cliché un peu comme ça, mais c'est bien amené en soi, et il y a des bonnes choses. Mais la traduction était affreuse, vraiment, ça m'a complètement sorti du bouquin. Exemple, il y a plein de moments où l'enfant de 5 ans est appelé mon pote par son père ou par l'héroïne. Je suppose qu'en anglais c'est buddy, ou quelque chose de ce style-là, mais en français, personne n'appelle son enfant mon pote, je pense. Une fois je veux bien, mais pendant tout le bouquin c'est répétitif et c'est long et c'est pas crédible. Et il y a plein de moments comme ça où vraiment la traduction était juste horrible. Désolée, hein, vraiment, je sais qu'il y a un travail derrière, mais moi ça m'a vraiment sorti, et pourtant je suis pas spécialement à cheval sur l'idée de la traduction. Mais là ça sonnait pas français en fait par moment, enfin pas comme quelqu'un qui parlerait réellement en français. Donc très dommage, parce que ça m'a complètement gâché mon plaisir de lecture. Là où la romance en soi est plutôt chouette, ça aurait pas été un gros coup de cœur, mais vraiment là le travail de traduction ça a été un peu compliqué. Passons aux lectures 4 étoiles, il y en a quand même. Et que Dieu me pardonne de Claire Norton. Alors un roman assez fort, c'est pas spécialement pour l'intrigue en tant que telle, parce qu'évidemment il y a mystère qu'on devine assez vite et ça va dans le sens dans lequel on va, mais c'est encore une histoire de vengeance. Sauf que cette fois-ci, c'est différent. C'est l'histoire d'une femme et d'une mère qui a perdu son enfant. Et lorsque le coupable est relâché trop tôt pour elle et n'a pas payé pour son crime, elle décide de se venger elle-même et de faire ce que la justice n'a pas su faire. Donc c'est un roman évidemment assez émouvant, assez dur, puisqu'il y a quand même la question de la perte d'un enfant, du deuil spécifique que c'est, et la question évidemment de la justice, de la vengeance. Devons-nous nous faire justice nous-mêmes quand la justice en tant que système d'État ne fait pas son travail, selon nous encore une fois. Et ça pose plein de questions évidemment sur le pardon. Peut-on pardonner l'impardonnable? Que devons-nous faire dans ce genre de situation? Enfin voilà, les questions et les émotions qui traversent les choses sont assez fortes et hyper intéressantes. Après voilà, sur l'intrigue en tant que telle, on peut pas dire qu'on soit spécialement surpris, mais je ne pense pas que ce soit le but de l'autrice non plus. C'est vraiment quelque chose qui est axé, même pas spécialement sur la psychologie en tant que telle, même s'il y a de très belles phrases sur la maternité, le deuil, la reconstruction, mais c'est vraiment sur ces questions-là. C'est sur de l'émotion avant tout, et sur cet aspect-là, c'est vraiment bien fait. J'ai eu ma petite larme, je l'avoue. A Curious Kind of Magic de Mara Rutherford, cozy fantasy évidemment à lire en automne, très sympa, avec une sorte de boutique cabinet de curiosité où en fait rien n'est magique. L'héroïne, son père était un escroc et un charlatan, mais qui est décédé, et cette boutique est tout ce qui lui reste. Elle s'est complètement refermée sur elle-même avec son chagrin, son deuil, donc elle est un peu grumpy, jusqu'à ce qu'une jeune femme vienne et va tout bouleverser, puisque elle peut rendre ses objets magiques. Sauf que pour elle, c'est une malédiction. Donc on a deux héroïnes qui ont deux objectifs malheureusement opposés, qui vont essayer de travailler ensemble pour que chacune obtienne finalement ce qu'elle veut.
Et évidemment de là une belle amitié va naître, et il y a un troisième personnage, un jeune homme, qui va être le dernier membre de ce trio et qui va venir apporter cette petite touche de romance hyper tendre et hyper douce. Mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Willow qui est au début très, très renfermé, complètement dans son chagrin, le personnage de Brie qui elle aussi est très solitaire mais par dépit, pas par choix, et la manière dont ces personnages vont s'apprivoiser, vont s'ouvrir petit à petit, apprendre à se faire confiance et à s'apprécier, c'était vraiment très tendre, très joli. Il y a un côté aventure qui est très chouette. C'est vraiment de la cozy fantasy comme on aime, ça se lit tout seul, c'est plein de jolies émotions avec des personnages un peu cabossés qui vont apprendre, peut-être pas à s'aimer parce que c'est pas à ce point, mais en tout cas à aimer au sens large et à ouvrir leur cœur. Et ça tombe pas non plus dans le complètement cucu et niais. Je trouve que c'est bien amené et voilà, c'est un bon mélange entre amitié, amour et aventure et ça marche plutôt bien. Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson, un classique de la littérature gothique et horrifique que je n'avais encore jamais lu. J'ai malheureusement jamais lu cette queen qui est Shirley Jackson et sa plume est vraiment incroyable. C'est très envoûtant, elle arrive en fait à amener du mystère et des réponses, mais l'air de rien, comme ça, au détour d'un dialogue, au détour d'une phrase, et on prend conscience du coup de la complexité de ce manoir, de ces relations familiales. Donc on a Marie-Catherine Méricat qui aimerait voir à peu près tout le monde mort, et qui défend sa sœur Constance, qui paraît elle beaucoup plus solaire, lumineuse, mais qui n'ose plus sortir de chez elle à cause d'un drame familial. Au début on ne comprend pas trop pourquoi, et on finit par apprendre. Et le dernier membre de cette famille qui vit dans le château, et leur oncle, devenu handicapé, et pareil, au début on ne sait pas pourquoi, et on va... voilà. Et c'est très fin, c'est très psychologique, il y a plein de scènes qui sont absolument géniales. J'ai beaucoup aimé le personnage de Méricat, avec des envies magiques, de superstition, voilà, si ces mots-là, elle choisit des mots magiques, s'ils ne sont pas prononcés, tout ira bien. Elle enterre des objets, elle cloue d'autres objets, voilà, pour se protéger, pour continuer à vivre cette... parenthèse un peu dorée qui évidemment ne peut pas durer. Et c'est voilà, c'est très beau, très mystérieux. Vraiment j'ai beaucoup aimé et j'ai qu'une envie, c'est de lire La Maison hantée de la même autrice. J'espère retrouver cette plume et cette manière très évocatrice de ramener les choses sans tomber voilà, dans du gore. Ou... D'ailleurs c'est pas spécialement horrifique, c'est plus gothique. Il y a 2-3 moments un peu angoissants, mais pas de la manière dont on pourrait l'imaginer. En tout cas c'est assez merveilleux. Brûler corps et âme d'Emma Berthet, une romance qui m'a très agréablement surprise parce que j'avais peur d'une chose. En gros, le pitch, c'est d'un côté on a Brie qui a vécu malheureusement un incendie domestique il y a 3 ans et qui a des séquelles, une peau cicatrisée, des marques, et qui est devenue une référence en body positive, en acceptation de soi, alors sans tomber dans le cliché, mais qui va parler du harcèlement à cause du physique, d'apprendre à aimer ses cicatrices, etc. Et de l'autre côté, on a Carter Rosnick, un pompier de New York, qui va être grièvement blessé et brûlé dans le cadre de ses fonctions. Donc lui c'est vraiment le traumatisme tout neuf, tout récent, et ça va remettre en cause qui il est, ce qu'il veut faire de sa vie, parce qu'évidemment il n'est plus comme avant, et les relations qu'il a tissées avec sa famille, avec ses collègues, etc. Et ces deux personnages vont se rencontrer lors d'un cercle de parole que Brie va animer. Donc elle, ça va la ramener à son passé, à ses souffrances, à ses blessures, et lui il va traverser ce qu'elle a vécu il y a 3 ans, la dépression, la colère, l'incompréhension et le fait de devoir reconstruire qui on est avec un physique qui ne sera plus jamais le même. Ce n'est pas que intérieur, c'est aussi extérieur. Et là où j'avais peur, c'était de tomber sur une romance de l'amour salvateur, c'est-à-dire de peu importe le traumatisme et la psychologie, si on tombe amoureux, tout va aller bien et on va se reconstruire. Et Dieu merci, l'autrice ne tombe pas du tout dedans, justement. Leur rencontre est un soutien inattendu finalement, mais chacun fait le travail de son côté, que ça soit voilà, en termes de confiance en soi, de rapport à son corps, de rapport avec sa famille. Les deux voient une psychologue. Il y a un vrai travail qui est fait chacun de leur côté, et l'autre n'est pas là pour les sauver. Il est juste là pour les soutenir et comprendre quelque chose que personne ne peut comprendre tant qu'on l'a pas vécu. Et donc c'est dans ce sens-là que j'ai beaucoup aimé cette romance. Du coup c'est très émouvant évidemment, pareil encore une fois j'ai eu ma petite larme à quelques instants, pas de smut et ça c'est hyper agréable. À une époque où j'ai l'impression qu'on en voit tout le temps, c'était assez chouette de ne pas en lire. Même si la question du désir charnel et physique avec un corps brûlé, blessé, cicatrisé est évidemment abordé, mais voilà, on n'a pas 40 000 scènes de smut et ça c'est plutôt cool. Donc une très bonne surprise, donc pour qui aime les romances avec des personnages vraiment blessés qui vont trouver l'un dans l'autre un soutien pour se reconstruire, et c'est vraiment très chouette et très touchant. Passons aux lectures 5 étoiles. The River Has Roots d'Amal El-Motar. Un court roman très beau que j'ai beaucoup aimé. La plume est magnifique, c'est très poétique. C'est un peu comme un conte de fées, dans le sens où il va y avoir des transformations, de la symbolique, de l'aventure, une forme d'initiation, en tout cas des personnages. On va suivre 2 sœurs dans un drôle de pays
ou la grammaire et magie. Et ça j'ai adoré, dès qu'il y a un travail sur la langue, sur l'écriture, sur la parole, avec une sorte de système magique lié à ça, j'adore, comme Babel, comme plein de choses. Et donc on a ça, et du coup il y a un vrai travail sur la conjugaison, sur la grammaire qui est sublime. Je peux pas trop en dire parce que c'est très court et ça se lit vite, mais je trouve que c'est vraiment à lire pour l'originalité de la plume évidemment, de l'univers, pour tout en fait. C'est vraiment à lire, c'est très beau. Et ça fait du bien de lire ça dans le paysage de la fantaisie. Model Home de River Solomon, j'aime beaucoup cette auteurice, non-binaire du coup, parce que elle aborde toujours des sujets très forts, racisme, handicap, autisme notamment, identité de genre, identité sexuelle, à travers des intrigues hyper fortes. C'est pas du tout quelqu'un qui va avec le dos de la cuillère non plus. Et donc là on est dans un récit un peu de maison hantée, maison familiale hantée, avec voilà des souvenirs traumatiques, de violences, de blessures, le tout sous le joug d'une mère assez tyrannique et d'un père absent. Et donc on a 3 personnages, 2 sœurs et un adelphe, Ezri. Et donc on a le point de vue d'Ezri principalement, qui a fui en Angleterre et qui est obligé de revenir au Texas dans la maison familiale. Et on découvre aussi que donc c'est la seule famille noire dans un quartier très riche blanc du Texas. On imagine bien le contexte, et évidemment c'est là qu'il y a le racisme et la violence qui va prendre part. Mais c'est aussi du coup un récit de traumatisme transgénérationnel, de comment la violence se perpétue aussi de génération en génération, de comment leurs parents ont été éduqués, et du coup de comment est-ce qu'ils continuent malheureusement de faire ce qu'ils ont toujours connu. Ça parle voilà, de plein de choses, l'écriture est très belle, très percutante. Enfin voilà, j'adore River Solomon et ce nouveau roman ne fait pas exception, c'est assez génial, et quand on aime les auteurs et autrices engagés sur plein de sujets, on ne peut qu'aimer. Iron Priest de Bryce O'Connor et Luke Milenko part donc complètement autre chose avec de la lit RPG chez Lorestone, et je suis très contente parce que là on a une saga plutôt science-fiction, ce qui change des 3 autres sagas plutôt fantasy entre guillemets. Là on est vraiment sur quelque chose de très SF, on est en 2400 et quelques je crois, je me souviens plus trop j'avoue. On est dans un univers voilà, où les autres planètes ont été conquises, etc. Et il y a une guerre aux confins de l'univers. Pour financer cette guerre, on se base beaucoup sur des tournois de combat par CAD, des dispositifs d'armure et d'armes qui s'assimilent à certaines personnes. Et c'est là qu'on a le côté lit RPG, puisque va y avoir des spécifications et des évolutions de ces armures avec leurs utilisateurs. Et on a un personnage principal, Raiden, qui est assez génial, qui a une maladie très rare, mais qui s'est juré de devenir combattant, et qui va faire preuve de ruse, d'intelligence, de courage et surtout de force mentale pour compenser ses faiblesses physiques. Et il va intégrer la meilleure académie militaire de l'univers, une des meilleures en tout cas. Et on va suivre voilà, dans ce contexte un peu les cours, les combats, l'évolution et son secret. Enfin, c'est vraiment très chouette, les réparties sont très cool. On ne s'ennuie pas, enfin franchement j'ai adoré, et je trouve que c'est une vraie bouffée d'air frais dans la lit RPG française, même si j'adore toutes les sagas, d'avoir un univers vraiment différent, plus SF. Ça change et ça fait du bien. Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, grosse émotion, j'ai fini en larmes. A priori l'autrice sait très bien faire ça, je n'en ai pas lu d'autres, mais on m'a dit que c'était assez commun. On va suivre Déborah, une adolescente en terminale qui va faire face à une année difficile pour elle. Sa meilleure amie a trouvé un copain, elle l'abandonne un petit peu. Elle va rencontrer des garçons, dont un qui l'attire beaucoup, mais rien ne se passe évidemment comme prévu. Et dans sa famille, ça se passe pas bien du tout, ce qui fait que ses notes sont en chute libre, donc c'est aussi son avenir qui est remis en cause. Enfin voilà, en fait c'est vraiment l'adolescence dans ce qu'elle a de plus beau parfois, et aussi de plus triste. C'est-à-dire c'est aimer pour la première fois, c'est grandir, c'est apprendre à pardonner, c'est apprendre à avoir du courage, et c'est vraiment une très belle lecture sur l'adolescence, je trouve, le passage à l'âge adulte, avec beaucoup d'émotions. La relation de Déborah avec sa mère est très belle, il y a des moments très durs, mais très beaux. Enfin, ça arrive à être voilà, lumineux tout en étant triste. C'est très drôle aussi, puisque voilà, il va y avoir des péripéties dans son groupe d'amis. Enfin, c'est vraiment une belle écriture qui transporte, et c'est surtout voilà, une grosse vague émotionnelle tout au long du bouquin, et c'est absolument génial. Lost and Lasso de Lila Sage, 3e tome de la saga Rebelle Blue Ranch. Cette fois-ci, on va suivre l'histoire tant attendue depuis le tome 1 de Gus et Teddy, et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré retrouver cette famille. On a vraiment l'impression de retrouver des membres d'une famille avec leur petite... leur amour, leurs petites difficultés, mais aussi leur soutien. Enfin, c'est juste génial. Le décor du Wyoming sauvage, les personnages encore une fois avec leurs difficultés, Gus qui est dyslexique et coparent qui voilà a pris beaucoup de responsabilités sur ses épaules et qui a un peu de mal parfois
à lâcher prise, on va dire ça comme ça, et Teddy qui est si flamboyante, qui va apprendre à, comment dire, peut-être pas à s'aimer, mais qui va faire face à la vie qu'elle aurait aimé mener. Voilà, on va dire ça comme ça. Et voilà, c'est aussi un récit d'amitié, d'amour évidemment. Il y a 2-3 scènes assez sexy, mais chez l'autrice, c'est bien écrit et c'est plutôt chouette. Enfin voilà, c'est toujours une saga que j'aime et j'ai très hâte de lire le tome 4. C'est vraiment, c'est complètement doudou, ça fait du bien, c'est bienveillant et c'est sexy sans en faire trop. Voilà, j'adore, toujours autant. Et enfin mon coup de cœur, encore une fois, c'est Glenn James Brown avec son nouveau roman paru pour la rentrée littéraire, l'histoire de Modern Naked, et c'est assez fou. En fait c'est un roman très original dans la forme, encore une fois. En fait c'est assez drôle parce que le roman est très différent de son premier et en même temps il y a des gros points communs. Donc en fait c'est un long monologue de 100 courts chapitres qui en fait raconte la prestation d'un ménestrel, Modern Naked, un soir à Durham devant les puissants, et qui va raconter une histoire. Sauf qu'évidemment cette histoire n'est pas forcément ce qu'on croit. C'est un récit qui va plonger dans le monde paysan du XVe siècle. Il y a des vraies recherches qui ont été faites, donc on plonge vraiment dans comment fonctionnait la paysannerie au XVe siècle, avec différents statuts en fonction d'hommes libres, de serfs, etc. Et c'est un récit ensuite de jalousie, de misère, de pauvreté, d'asservissement des pauvres par les puissants, évidemment. Donc il y a toujours ce côté très social qu'on retrouve de l'auteur. La forme est originale, du coup je le disais, puisque c'est vraiment un long monologue où on n'entend jamais les autres personnages, mais on comprend des fois quand il est interrompu. Donc ça se passe juste une nuit, enfin une soirée, le temps de la prestation de ce ménestrel, et qui est inspiré d'un personnage réel, puisque l'auteur en fait a découvert dans des archives de l'église de Durham un ménestrel nommé Modern Naked, qui n'apparaît qu'une seule fois dans les archives et qui a été payé 1 groat à l'époque, ce qui est la plus petite somme jamais payée pour une prestation. Et donc il s'est demandé par exemple pourquoi est-ce qu'il a été aussi peu payé, est-ce que c'était mauvais, ou est-ce que c'est parce qu'il a mis au jour peut-être des choses qui dérangent et qu'évidemment l'église n'a pas trop apprécié. Enfin, l'église et les puissants n'ont pas trop apprécié. Et donc voilà, donc on a un récit social sous une forme hyper intéressante, ça se lit tout seul, et il y a toujours cette pointe de fantastique, puisqu'il part encore une fois d'une légende du fantôme de Segerston, pour tisser le récit d'un monde paysan complètement méprisé et asservi. On découvre vraiment comment fonctionne le monde à cette époque, enfin en tout cas le monde paysan du nord de l'Angleterre au XVe siècle, mais c'est hyper intéressant. On dirait pas comme ça, mais vraiment c'est juste génial. Et l'auteur confirme son talent pour allier une forme originale à un fond pertinent, percutant, avec un cadre historique très bien cadré et hyper recherché. Et cette petite pointe de fantastique qui moi me plaît toujours, pour donner ce petit twist qui fait qu'on ne tombe pas juste dans du roman historique pur. Donc voilà, il a toujours ce talent pour mélanger un peu les genres et faire quelque chose d'assez unique, qui répond énormément à son premier tout en étant complètement différent. Bref, c'est une réussite. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir son prochain roman, donc qui est loin d'être paru, mais en tout cas j'ai hâte. Voilà pour ce court bilan. J'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir lire en novembre, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Évidemment, n'hésite pas à commenter s'il y a des livres que tu as lus, ou que tu as aimés ou pas, ou qu'il y en a qui te donnent envie. Je reste évidemment disponible en commentaire. Ciao ciao!